Salam alaikum. On va commencer sur la formation consiste l'assainissement. Et voilà. Cette séance est très importante. Cette séance est très importante car on va commencer les calculs concernant la plomberie ou bien l'assainissement d'intérieur. Alors on va commencer par une petite définition. Donc le rôle de l'assainissement. Il consiste à recueillir et à évacuer le plus rapidement possible, sans stagnation, les eaux coulées provenant d'une agglomération humaine. De telle façon que les produits évacués ne puissent à aucune manière souiller le milieu récepteur et nuire la santé des habitants. Alors, l'objectif de l'assainissement, c'est d'évacuer l'eau avant de faire une stagnation d'eau. C'est de collecter les eaux. Alors, après l'évacuation des eaux, ces eaux sont traitées pour détruire les éléments de pollution avant de les rejeter dans le milieu naturel. Cours d'eau, lacs, mer, champs d'épontage. Alors, chaque bâtiment n'a pas le droit de rejeter l'eau dans le milieu naturel sans le traitement d'eau. Donc, tous les habitants ou bien tous les constructeurs doivent avoir traité l'eau avant de le rejeter ou bien de le collecter avec les égouts publics pour amener ces eaux-là dans une station de traitement pour faire le traitement de l'eau. Alors, les canalisations des eaux usées, les conduites ou bien canalisation, on appelle canalisation d'une construction le réseau de conduites qui guide l'ensemble des eaux usées et des eaux pluviales hors de bâtiment vers un cours d'eau après les avoir traitées si nécessaire. Les diamètres des conduites dépendent de débit. Ce qu'on va faire dans cette séance, c'est de calculer les diamètres des conduites à partir du calcul de débit. Évacuer et de la pente réalisable. Lorsque les débits deviennent importants et quand le diamètre dépasse 50 centimes, on a l'intérêt à employer des conduites de section A8 et réalisées généralement par le béton. Alors, on commence par les eaux usées. Les eaux qui circulent dans les conduites peuvent être classées en 4 catégories. La première, c'est l'eau usée ménagère, celle qui provient de lavabo, les douches, baignoires, éviers, et ne présente que de danger pour le conduite. Ces types d'eau, il est difficile pour le traitement car elle contient des produits chimiques, comme le javel, donc des produits chimiques. Il y a d'autres types d'eau, c'est l'eau fécale, les eaux fécales ou les eaux vannes provenant des toilettes ou urinoirs. Ils sont généralement sans danger mais présentent des déchets organiques. Donc les eaux fécales ou bien les eaux vannes sont faciles pour le traiter. Et il y a autre type, c'est les eaux industrielles, elles provenant des usines, laboratoires, teinteries, garages, les ateliers, et certains eaux industrielles peuvent présenter des dangers tels que l'attaque des conduites. L'obstruction de la canalisation, ils doivent donc être obligatoirement épurés avant d'être rejetés dans l'égout public. La dernière type de l'eau, c'est les eaux atmosphériques. Ils proviennent par les eaux pluviales. Ils proviennent de pluie et de neige. Ils sont recueillis en surface pour les toits, les rues, les cours. Alors, les eaux pluviales ou bien les eaux atmosphériques ne nécessitent pas traitement ou bien le traitement des eaux pluviales est facile. Et ces eaux peuvent contenir des sables qui risquent d'endommager les conduites. Par flottement, on place donc un système en panier au pied de descente des eaux pluviales pour retenir le sable. Pour le système d'égout, normalement il y a 3 types de systèmes d'égout. Premier type, c'est le système unitaire. Dans le système unitaire, les eaux pluviales usées d'origine domestique et les eaux usées d'industriels sont réunies dans un réseau unique de collecteurs. Alors les avantages, c'est qu'il est plus économique, mais il a l'inconvénient, c'est que toutes les eaux sont évacuées vers la station de traitement. Ça veut dire que difficile pour le traitement. Alors il est facile pour le construire car il est plus économique, mais difficile pour le traitement. Par l'importance du débit. Dans le système unitaire, on collecte toutes les eaux dans un seul réseau. L'autre type, c'est le système séparatif. Il consiste pour l'élaboration de 2 réseaux, réseau pour les eaux pluviales et réseau pour l'eau usée, et suivant dans la plupart du temps le même tracé. Donc voilà un schéma qui vous illustre les 2 types de réseaux. Le premier, c'est
unitel, ça veut dire un seul réseau pour collecter les eaux, et le deuxième c'est deux réseaux. Le premier pour collecter les eaux usées, et le deuxième pour collecter ou bien pour évacuer l'eau pluviale. Le troisième type c'est le système séparatif. C'est le système pseudo. Le système pseudo, il se réalise par trois réseaux. Le premier pour l'eau pluviale, le deuxième par l'eau vanne et le troisième par l'eau ménagère. Car l'eau vanne il est facile dans le traitement par rapport à l'eau ménagère qui est difficile au traitement à cause des produits chimiques. Les réseaux d'eau pluviale doivent se rejeter directement dans un milieu récepteur, mer, rivière. Les réseaux d'eau usée doivent à lui amener les eaux usées vers une station de traitement. Les avantages, c'est seule la canalisation d'eau usée est dirigée vers une station de traitement. Les inconvénients, c'est le coût est plus élevé pour le système. Alors, pour les différents types de conduites dans le bâtiment, on va travailler sur les descentes des eaux pluviales ou bien le conduite des eaux pluviales. Dans une construction, les eaux usées provenant des cuisines, buanderies, bains sont recueillies dans des tuyauteries verticales appelées colonnes de chute indépendants des descentes des eaux pluviales. Le nombre de ces colonnes de chute dépend de la disposition des plans et du débit des eaux à évacuer. Et la colonne de chute doit comporter un regard permettant le nettoyage et le débouchage pour éviter l'infiltration de mauvaises odeurs, pour dégager le réseau d'égout et le collecteur aux habitations. Chaque appareil doit être muni d'un siphon comprenant une garde d'eau qu'on appelle aussi l'obturateur hydraulique. Alors, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire l'obturateur hydraulique, il est très important, c'est celui-là. Cette partie-là s'appelle obturateur hydraulique. Ici, cet appareil s'appelle siphon. Alors, l'eau va mener par ce diamètre, le siphon. Il va suivre ce colon-là. C'est le colon de chute. Ici, ça s'appelle l'obturateur hydraulique. Il a pour objectif de garder ou bien pour éviter le passage de mauvaises odeurs. Alors la colonne qui arrête le gaz. Alors comment je peux calculer le diamètre des eaux pluviales? Les descentes d'eau pluviale ne doivent jamais recevoir d'eau usée. Elles sont généralement placées le long de façades en dehors du bâtiment. Le dimensionnement de ces conduits doit être fait avec précision, mais cependant, une méthode très rapide peut être utilisée. Pour chaque 1 mètre carré de toiture, il convient de prévoir 1 cm² de section de la DEP, ça veut dire de diamètre des eaux pluviales, avec un minimum de diamètre égal 6 mm. Alors par exemple, j'ai ici surface de 5 x 4, ça nous donne 20 m², donc la section de DEP c'est 20 cm². Pour calculer le diamètre, je fais comme ça. Alors, la surface de terrasse et par exemple, par exemple 200 m². Alors, la surface de conduite DEP, ça veut dire le diamètre des eaux pluviales, nous donne 200 cm². Et on sait que la surface égale CP inséré
P fois D, D au carré, divisé par 4. Donc moi je veux calculer D, donc ça veut dire que D c'est le diamètre, D égale c'est le racine voilà, la racine de 4 fois S divisé par 4 fois S divisé par P. Et je ferme parenthèse. Enfin on trouve. Voilà. Alors je fais 4 fois S, c'est 4 fois la surface fois 200 divisé sur P sera divisé par 3,14 et ça nous donne 254,700. Donc je fais le racine. Donc c'est 15. On prend le diamètre de ces centimes. Alors, la ventilation. Pour éviter les dépressions dans les colonnes sécolicales qui se forment dans les réseaux d'égouts, il convient d'installer soit une ventilation primaire, soit une ventilation secondaire. Alors, il y a deux types. Ici, il s'agit d'une ventilation primaire. On prolonge le sheet d'eau vers la toiture pour faire la ventilation primaire de colonne de sheet et pour éviter la mauvaise odeur. Ici, il s'agit d'une ventilation secondaire entre les appareils ou bien entre un groupe d'appareils. Cette ventilation a pour objectif de supprimer ou bien d'éviter la mauvaise odeur. Alors, il y a deux types. La ventilation primaire, c'est un prolongement de la colonne de sheet jusqu'au-dessus du toit sans changer de section. Et pour la ventilation secondaire, il existe deux méthodes. Ventilation secondaire par groupe d'appareils ou bien ventilation secondaire pour chaque appareil. Il est branché aussi près que possible des siphons en aval. Alors maintenant pour les canalisations horizontales, ces canalisations constituent le réseau d'égouts proprement dit situé dans le sol. Les diamètres de ces canalisations sont choisis par rapport à ceux dits glissants, mais généralement sont calculés avec précision. La vitesse d'écoulement des eaux usées dans les conduites horizontales ne doit jamais excéder 3 mètres ni inférieur à 0,6 mètres par seconde. Alors l'écoulement dans les conduites ne doit pas dépasser comme vitesse 3 mètres par seconde et ne doit pas dépasser 0,6 mètres par seconde pour être au niveau. Alors pourquoi si il dépasse 3 mètres par seconde, il se produit une usure exagérée de conduite. Et si il est inférieur de 0,6 mètres par seconde, les matières solides en suspension ne sont pas entraînées et par suite il y a risque d'obstruction du conduite. Alors pour éviter le dessiphonnage, il convient d'installer une ventilation primaire, c'est-à-dire que nous prolongeons la chute jusqu'à 200 de toit sans changer de section. De ce fait, nous supprimons la formation de la dépression dans la colonne. Une deuxième but de la ventilation primaire est l'élimination des gaz qui se forment dans le réseau d'égouts.
voilà ici. Vous remarquez ici le fosse septique. Qu'est-ce que ça veut dire un fosse septique? Un fosse septique, c'est une station de traitement, sert pour les habitations dans les zones rurales qui ne peuvent pas le système d'égout. Alors, s'il y a lieu un système d'égout public, il sert pour la distribution d'eau usée il sert pour évacuer l'eau usée vers une station de traitement pour le traiter. S'il n'y a pas lieu, comme le cas d'une zone rurale, et je veux construire une maison ou bien une villa, je dois faire traitement de l'eau avant de le rejeter dans le milieu naturel. En ce cas-là, je dois faire une fosse septique. Ce fosse septique a pour rôle de traiter l'eau avant de le rejeter, dans le milieu naturel. Le fosse septique se compose par 2 ou 3 chambres. Alors, le bâtiment il est là, l'eau vient ici vers une station de traitement, se passe le phénomène de sédimentation, les déchets organiques restent là et l'eau va suivre le sens vers ce point-là et il va entre dans l'autre chambre jusqu'à que qu'on fait le traitement de l'eau et ils sortent par une colonne ici. Les déchets organiques, on entre 2 bactéries, l'aérobie et l'anaérobie, qui alimentent sur ces déchets organiques. Et ce traitement-là vous permet pour rejeter l'eau dans le milieu naturel. Je veux vous expliquer mieux les fosses septiques dans le schéma là. Alors voilà, ici une maison, voilà les réseaux d'égout va évacuer l'eau dans une station de traitement et les stations de traitement et les fosses septiques font un traitement de l'eau avant de le rejeter dans le système d'épandage pour distribuer l'eau vers la terre. Voilà une fosse septique. Donc l'eau entre par cette partie-là. Voilà la sédimentation. L'eau va dépasser la première chambre dans l'autre chambre avec le phénomène de sédimentation et après va sortir par ce colon-là. Donc une fosse septique est un ouvrage parfaitement étanche destiné à la collecter des eaux usées provenant. Alors voilà, les fosses septiques dans le Maroc, il est obligatoire pour les maisons dans les zones rurales qui n'ont pas le système d'égout. Alors, fonctionnement des différents équipements, attention est attirée sur l'importance des avantages pour l'exploitation correcte des réseaux d'égout. Alors, principalement, il faut construire les regards de visite. Il y a 2 types de regards visitables et de regards non visitables. Le rôle des regards de visite est de permettre l'accès aux conduites pour les curages de plus et assurant la ventilation des égouts. L'emplacement, vous devez installer les regards de visite, soit dans chaque changement de conduite, ça veut dire de l'épaisseur, soit de chaque changement de direction, soit dans chaque changement de la pente. Et dans les parties droites de pente régulière toutes les 50 centimes. Les caractéristiques des regards de visite se composent par un radis au fond, les chemins verticaux, les dalles supérieures, des dispositifs de recouvrement et une échelle pour les sons. Alors ici les fosses septiques, on a traité ça dans le cours. Alors les fosses septiques ont un rôle pour traiter l'eau avant de le rejeter dans le milieu naturel. On réalise les fosses septiques seulement dans les zones
dans les zones rurales qu'on n'a pas l'égout public. Il se compose par deux chambres. La première chambre s'appelle l'équifacteur et la deuxième chambre s'appelle l'épurateur. On ajoute deux bactéries qui alimentent par les déchets organiques. Le premier s'appelle l'aérobie et le deuxième s'appelle l'anaérobie. Alors, deuxième système, c'est l'épandage. L'épandage souterrain, l'affluent en provenance de la fossée est distribué dans le sol à faible profondeur et épuré par l'action des bactéries qui se trouvent dans la couche de terre végétale bien aérée. L'affluent est ensuite absorbé par le sol. L'épandage souterrain ne peut être utilisé que sous certaines conditions. Aucun puits destiné à l'alimentation humaine ou aucune source ne devront se trouver à moins de 150 mètres. Toute végétation du légume, racines, combustibles, consommés, curants doivent être exclus. Le sol devra être aéré et perméable. Il faut que le terrain ne soit pas trop perméable car les liquides risquent de traverser sans épuré. Alors, pour bien comprendre l'épandage, c'est celui-là. Alors, quand j'ai fait le traitement de l'eau dans le fosse septique, j'ai le droit soit de le rejeter dans le milieu naturel, et là avec une rivière, ou bien alors le système d'épandage il sert pour distribuer l'eau traitée dans les fosses septiques dans la terre, et sert pour l'arrosage, sert pour faire des fontaines, et ainsi de suite. Alors, on va commencer les calculs concernant la détermination des débits et des diamètres. Vu que les diamètres des collecteurs sont calculés en fonction du débit des liquides qu'ils reçoivent, il convient d'étudier tout d'abord les tuyauteries d'alimentation des appareils à raccorder. Calcul des diamètres des tuyauteries d'alimentation. Tout réseau doit être établi de telle sorte que pendant les périodes de point de consommation, il ne puisse se produire de dépression dans des conduites d'alimentation. La pression en n'importe quel point de réseau intérieur de l'immeuble de 2 bars au minimum. L'application des calculs complète des installations courantes ou laborieuses. Cependant, il existe une méthode permettant de déterminer le diamètre. Alors, comment je peux déterminer le diamètre de conduite? Je fais comme ça. Je calcule le nombre des appareils dans mon projet ou bien dans l'immeuble. Par exemple, on va travailler par exemple ce projet-là, calculer le diamètre d'écosystème d'égout d'alimentation. J'ai des baignoires, des bidets, des douches, des toilettes et 20 lavabos dans un immeuble. Alors je viens sur ce tableau et je prends le débit de chaque élément, l'évier 20, lavabo 6, bidet 6, le baignoire 20, douche 15, et je le multiplie fois le nombre des appareils. Donc le nombre d'appareils fois le débit de l'appareil, je trouve 590 litres par millimètre et je fais la projection. Le débit c'est 590 et je fais l'intersection avec la courbe et je fais la projection et je trouve entre 40 et 45 mm comme diamètre. Alors la courbe donc pour ce débit, un diamètre de gaz, les voies 45. On prend 45. La deuxième partie, calcul des diamètres des conduites d'évacuation. L'étude des conduites doit être faite en vue de satisfaire le principe initial de la salubrité des habitants, à savoir évacuer rapidement les eaux usées sans qu'elles laissent derrière elles aucun résidu. Il faut donc se préoccuper de la même manière des tuyaux, de la pente des tuyaux et le diamètre des tuyaux. Pour déterminer le diamètre, on divise l'installation en 4 parties. L'étude des diamètres des siphons, des appareils et des tronçons de 3% de pente jusqu'à la colonne de chute. Étudier la tuyauterie de chute en position verticale s'il y a lieu de colonne de ventilation secondaire. Et étudier les descentes des eaux pluviales. Dernièrement, étude des tuyaux collecteurs de pente variant de 1 jusqu'à 3%. Alors, concernant le diamètre des siphons d'appareil, définition, on désigne sur le terrain de siphon une disposition destinée à l'évacuation des eaux du lieu où il est implanté. Il est nécessaire muni d'un obturateur hydraulique et on a déjà exprimé ou bien expliqué
ce qu'on appelle l'obturateur hydraulique, dont le rôle d'empêche la communication de l'air vissé, d'ego et la conduite avec l'habitation. Alors, ce tableau il est très important car il vous donne le diamètre visé pour chaque appareil. Par exemple, le globe noir, il a comme débit 80 litres par minute et comme diamètre pour les eaux d'alimentation, il faut faire 40 mm. Donc, ce diamètre pour l'alimentation de l'eau. Pour les douches, débit c'est 30 litres par minute et comme diamètre d'intérieur, c'est 40. Et ainsi de suite. Alors, on ne fait pas les calculs concernant l'eau d'alimentation, on travaille juste sur ce tableau-là. Alors, concernant les diamètres des conduites de vidange, il est très important. La sortie des siphons est raccordée à la conduite de vidange qui a généralement une pente de 3%. Souvent, plusieurs appareils sont raccordés sur un même conduite de vidange. C'est le cas dans une salle de bain ou la canalisation évacue les eaux d'un lavabo, d'un bidet, d'un baignoire et d'une douche. Alors, le débit théorique de la salle de bain sera donc, en imaginant l'évacuation de tous les appareils en même temps, baignoire, lavabo, bidet, douche. On fait la somme des appareils, de débit des appareils, c'est 90 litres par minute, 45 litres par minute, 30 litres par minute et 30 litres par minute. La somme, c'est 195 litres par minute. Alors, mais il y a bien évident que tous ces appareils ne serviront pas en même temps. Alors, il faut diminuer cette quantité-là. Alors, il faut le multiplier par un coefficient qui s'appelle coefficient de simultanéité. Voilà, ici on trouve le nombre des appareils avec un coefficient de simultanéité jusqu'à 400. Alors, pour calculer le diamètre des tuyaux de vidange, il faut travailler sur ce formule-là. Le diamètre c'est par centime, c'est 0,4 multiplié fois la racine de la somme de débit multiplié fois le coefficient de simultanéité. Alors, total, c'est litres par minute, nombre de l'appareil fois le nombre d'appareils. Alors, pour calculer le diamètre, il faut multiplier la totale de débit fois le coefficient de simultanéité, après faire le racine, après le multiplier le résultat fois 0,4 et tu trouves le diamètre par centime. Voilà l'exemple. Calculer le diamètre d'un conduit de vidange d'une installation de 3 lavabos. Le débit de lavabo, c'est le débit de 45 litres par minute. Le voilà. Alors, 45 fois 3, c'est le nombre d'appareils. Le coefficient de simultanéité de 3 appareils, c'est 0,7. Alors, il faut le multiplier fois 0,7. Alors, la formule, c'est 0,4 multiplié fois la racine de 133 fois 0,7. Ça nous donne 3,8. Le minimum, c'est 40. Alors, on prend donc un tuyau de 40 mm d'intérieur. Diamètre des colonnes de sheet. Ces diamètres ne seront jamais inférieurs à ceux de conduite de vidange. Généralement, la canalisation de vidange 3% est raccordée à un tuyau de sheet vertical de diamètre de 80 mm au minimum. Alors, le minimum, c'est 80 mm. Exemple, soit calculer le diamètre d'un conduit de sheet qui reçoit les eaux d'un bidet, d'un baignoire, d'un lavabo et d'une douche et une toilette pour un immeuble de 4 étages. Alors, la somme du débit, c'est 30 plus 10 plus 45 plus 30 plus 90 multiplié fois 3, puisque 3 étages. Alors, la somme, c'est 1140. Et après, le coefficient de simultanéité de 20 appareils, c'est 5 appareils fois 4 étages, ça nous donne 20 appareils, c'est 0,23. Alors 1140 fois 0,23, le racine est multiplié fois 0,3. Ça nous donne 6,4. On fait le minimum, c'est 80 mm. Alors, tuyau des eaux pluviales, on fait déjà, c'est S égale P fois D au carré sur 4. Alors, généralement, voilà un résumé, diamètre des tuyaux de collecteurs. Étape à suivre pour le calcul de section horizontale. Il faut premièrement déterminer le nombre des appareils sanitaires raccordés sur un même colonne de décharge et calculer le débit total des eaux usées à évacuer pour cette colonne. Après, il faut déduire le diamètre des colonnes de sheet. Après, il faut calculer le débit
et le diamètre de DEP, diamètre des os pléviales. Après, il faut calculer le débit des autres appareils s'ils font de cours, s'il y a la cour, faire la somme du débit et déterminer le diamètre de la tuyauterie selon la pente imposée par le tableau. Travailler sur la colonne A s'il s'agit d'un système unitaire et travailler sur la colonne B travailler sur la colonne A s'il s'agit d'un système séparatif et travailler sur le système B s'il s'agit d'un système unitaire. Et dernièrement, vérifier la vitesse d'écoulement qui doit entre 1 mètre par seconde et 2 mètres par seconde. Alors voilà les formules selon Bazin. Alors la formule A ou bien colonne A plus colonne B, la pente et le diamètre. Alors vous devez calculer le dB, chercher le dB dans le tableau et après déterminer le diamètre. Pour appliquer tout ça, on va travailler sur ce projet-là. Alors voilà notre projet. Exercice, soit un immeuble de rez-de-chaussée plus 3 étages. Le rez-de-chaussée comporte une douche, un lavabo et une toilette plus un cours de 80 mètres carrés. L'étage comporte 2 appartements. Dans chaque appartement, on a un évier, un baignoire et un lavabo et un bidet et une toilette. La toiture terrasse de l'immeuble est d'une superficie de 200 mètres carrés. À partir du schéma du réseau ci-dessous, calculer le diamètre des conduites. Alors, calculer le diamètre de conduite CC, calculer le diamètre de conduite DEP, calculer le diamètre de la cour et après calculer la conduite de RDC, plus calculer le diamètre de l'égout qui va collecter toutes les eaux pour le raccorder par l'égout public. Je vous laisse le temps pour travailler sur cet exercice. Après, tu dois me l'envoyer par email pour faire la correction et je corrigerai l'exercice Inch'Allah dans le prochain vidéo. Il y a un projet. Alors, on va travailler Inch'Allah sur la prochaine vidéo. C'est un projet d'assainissement pour un lotissement. Donc, premièrement, essayez de continuer l'exercice et après on va travailler sur ce projet-là. Merci.